Bonsoir, M. Lam. Je vous remercie de votre présence. Comme d'habitude, c'est avec grand plaisir qu'on vous présente, on va faire notre assemblée des habitants du quartier. On a ce soir le plaisir d'avoir parmi nous M. Olivier Français et M. Gold qui nous présenteront le projet Métamorphose. Et M. Meyer, comme d'habitude, représente la gérante de la Fédération lausannoise Construction Logement. Et on passe à l'élection. Point 5. L'élection des membres du comité. On a une demande qu'on a pris pas abusivement, comme on dit, on a proposé une sorblouette parmi nous, comme vous avez pu écouter dans les procès verbaux qu'on a fait. Et je demande à l'Assemblée si vous êtes d'accord que sorblouette fasse partie de notre comité. Nous, on est entièrement d'accord. Tout à fait. Nous confirmons. Mais c'est vrai. Alors, est-ce que le comité est d'accord? Je vous demande de voter. L'Assemblée, pardon. Moi, je crois que ça fait l'unanimité des payantes. Merci beaucoup aussi à vous. Merci. Alors, sorblouette, merci. Ce soir, on a parmi nous M. Olivier Français et M. Kolb qui vont nous présenter les projets futurs de la métamorphose. Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le Président, mesdames et messieurs du comité, puis à vous qui habitez le quartier de la Bourdonnette, de vous transmettre tout d'abord les salutations amicales de mes collègues de la municipalité et de remercier aussi le comité de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer. C'est vrai qu'on a eu de nombreux échanges depuis une année, depuis le mois de septembre en tout cas de l'année passée, et cette année déjà 2 séances très spécifiques pour parler des soucis du quotidien par cette séance régulière que nous organisons. Il est vrai que, à ma grande surprise, même ça fait 8 ans que je suis en fonction, vous n'aviez jamais été formellement conviés. J'étais sûr que vous étiez des éternels absents parce que j'ai souvent demandé où était la Bourdonnette et c'est par votre présence au mois de septembre l'année passée qu'on a vu qu'il y avait une erreur de listing et finalement les comités ou à la direction de travaux, je ne sais. En tout cas, ces documents n'avaient pas été transmis. Il faut aussi se rappeler qu'il y a souvent des associations qui se créent, d'autres qui se défont. Et il n'est pas toujours évident pour la personne qui est en charge du suivi des comités, à ce que cela se transmette. Mais en tout cas, une erreur a été réparée et était vraiment très désolant que finalement, au fil du temps, on n'ait pas eu des échanges, en tout cas vis-à-vis de la direction de travaux. Enfin, c'est quelque chose qui est rétabli. Il a même été demandé par des membres de votre comité d'être encore plus associés à nos démarches de développement. Bon, vous l'aviez été d'une manière très très directe par les modifications des infrastructures qu'il y a dans votre quartier, puisque c'est quand même la direction des travaux qui a fait toutes les modifications importantes que vous avez pour les équipements publics, scolaires et parascolaires. Alors vous ne me voyez pas directement parce que je n'ai pas besoin d'être partout, mais vous avez pas mal de fonctionnaires de ma direction et des architectes en particulier pour vous accompagner, tout ça associé au service de la direction des écoles, initialement par Mme Cohen-Dumani et depuis quelques années par M. Tosato. Je ne vous cache pas que les décisions pour arriver à de tels travaux nécessitent un travail très très à l'amont et ça fait depuis maintenant l'année 2000 où on a très clairement tourné le bouton sur la bonne humeur pour l'entretien de bâtiments et d'ouvrages publics puisque bien souvent vos ouvrages ont été faits ou rénovés de manière assez profonde dans les années 60 et on est dans la phase d'entretien lourd, on va appeler très lourd et on peut regretter que finalement tout arrive peut-être trop vite ou pas assez vite aux yeux de certains. En tout cas pour la caisse communale c'est trop vite. Et puis pour les habitants qui fréquentent ces lieux publics, c'est jamais trop tôt. Mais c'est vrai que depuis 2000, on a tourné le bouton, comme je dis, sur la bonne humeur pour ces investissements très très importants. On a maintenant des investissements quadriennaux pour l'entretien courant qui pourrait être de la peinture, électricité ou autre, et puis des entretiens plus lourds
qu'on retrouve également dans ce préavis. D'ailleurs, le Conseil communal va se prononcer prochainement sur ce crédit quadriennal. Voilà. On a fait quelques projets aussi avec vous assez importants. Ça touche d'une manière très directe, puisque vous allez voir qu'on va toucher le chapitre des jardins familiaux, mais les besoins et la demande qui est faite par nos habitants d'utiliser des lopins de terre pour faire un tout petit peu dans un lopin de terre, en tout cas une activité qui leur est chère. Pour certains, c'est un passe-temps, d'autres, c'est un besoin. Et on essaie d'être à proximité, en tout cas de votre population, des quartiers, pour essayer de répondre à ces préoccupations. Et c'est vrai que c'est depuis le début de ce siècle où on a eu passablement d'échanges assez fructueux, qui ont vu que les choses commencent à bouger progressivement. En ce qui concerne le mur anti-bruit, je ne vous cache pas que ça a été une préoccupation importante, en tout cas pour la direction des travaux. Et nous avons fait plusieurs injonctions à l'État quand on a vu la difficulté qu'ils avaient de commander les fenêtres, les vitres, alors que toute l'infrastructure qui était nettement plus lourde et plus complexe à dimensionner n'était pas commandée. Mais vous avez vu quasiment pendant une année des murs, mais pas d'équipement fort pour lutter contre le bruit. Et on en est vraiment très désolé, mais en tout cas, sachez que la municipalité, par mon intermédiaire, a fait des interventions. Malheureusement, ça n'a pas été très efficace, puisqu'il a fallu quand même attendre longtemps pour qu'on y arrive. Voilà. Dans le projet tel qu'il est baptisé ici, il faut se rappeler qu'à chaque législature, la municipalité déclare ses intentions. J'insiste bien sur les intentions. Après, bien sûr, il faut qu'elles soient démocratiquement décidées, et plus particulièrement par le conseil communal. En ce début de législature, donc il faut bien vous rappeler que c'était en juillet 2006, merci. En juillet 2006, les 7 municipaux qui représentent tous les partis du conseil communal sont mis d'accord, donc il faut qu'il y ait une unanimité sur les intentions. Après, bien sûr, ce débat se faisant. Et on est parti, c'est vrai, sur un projet relativement important sur la mutation de la ville, en rappelant que la grande difficulté que nous avons dans le territoire en général, ce n'est pas spécifique à Lausanne, ce n'est pas spécifique au canton de Vaud, ce n'est pas spécifique à la Suisse, ce n'est pas spécifique à l'Europe, c'est un problème planétaire, c'est que globalement la population augmente, ça faut bien s'en rendre compte, même si notre population résidente et traditionnelle n'est pas dans ce sens-là, mais en tout cas elle augmente et il y a une croissance. Cette croissance, nous l'acceptons. C'est lié à deux phénomènes, c'est les phénomènes migratoires, partage des richesses, et puis également volonté de croissance de l'économie. Les gens qui arrivent, qui se déplacent, il faut les mettre quelque part. Si on les met sur tout le territoire, on ne pourra plus manger, ou on n'aura plus la qualité du paysage qu'on a de ci et de là. Donc depuis 5 ou 6 ans, particulièrement, les autorités fédérales, par son directeur de l'Office fédéral, M. Rubelet, a attiré l'attention des politiques sur l'injonction du Conseil fédéral et de dire aux cantons, aux agglomérations et aux villes, vous avez une responsabilité dans le développement du territoire, il faut que les villes, maintenant, assument leurs propres responsabilités de développement et on ne va pas toujours mettre la population résidente à l'extérieur de la ville, sinon ça serait une catastrophe en termes d'aménagement du territoire. Ça, c'est la première mission qui a été donnée. La deuxième, bien sûr, c'est la notion qualitative, et puis de dire que il y aura besoin de ressources financières pour les équipements, et c'est ceux qui jouent le jeu dans ce sens-là, qu'ils auront des ressources financières. C'est pour ça d'ailleurs que la Confédération a été fondée en 1901. C'est ce qu'on appelle l'entraide et la solidarité, et avoir des objectifs collectifs. Alors, certaines villes avaient déjà anticipé dans la mutation de leur territoire, d'autres un peu moins. La ville de Lausanne, on avait légèrement anticipé puisqu'on a fait ce qu'on appelle un plan général d'affectation. Donc on a redéfini les activités qu'on peut faire dans la ville. Est-ce qu'on fait que du logement? Est-ce qu'on fait des équipements publics? Est-ce qu'on met de l'économie? Est-ce qu'on met des places de travail? Est-ce qu'on met des zones de loisirs? Voire des espaces réservés pour les autres êtres vivants qui sont les êtres humains. C'est un travail qui a pris plus de 4 ans, puisque la démarche participative que j'ai mise en place dès que je suis arrivé a fait l'objet de très nombreuses consultations, entre autres les propriétaires que vous avez ici, représentés par M. Meyer, de même que par les différentes associations professionnelles qui ont des connaissances à la lecture de ces documents quand même relativement complexes, il est vrai, et les partis politiques. Et je ne vous cache pas, vu de la complexité du dossier, moi-même j'ai eu beaucoup de peine à m'y mettre, mais je ne vous cache pas que les partis politiques qui ont été consultés, à qui on a demandé leur avis de faire les amendements du règlement avant
qu'on publie les banques, comme on veut dire, bref, mettent à l'enquête, on a eu beaucoup de peine d'avoir une réactivité, ce qu'on appelle active, constructive, pour faire évoluer ce dossier. C'est quand le bébé est arrivé sur la table, c'est-à-dire quand on a mis à l'enquête, que les gens se sentaient directement concernés, comme d'habitude, puis réagissent, etc., etc. Voilà. Néanmoins, il y avait quand même des initiés dans les partis politiques, des associations qui nous ont permis, en tout cas, de trouver des conciliations de ci et de là pour faire évoluer la ville. Mais on allait dans le sens de cette densification. Préalablement à ce dossier, ou parallèlement à ce dossier, il faut savoir que quand on fait évoluer la ville, on fait ce qu'on appelle un plan directeur qui avait été voté en 1995-96, qui donne en fait les axes principaux de développement de la cité. Et vous avez vu de ci et de là, mais pas dans votre quartier, je précise, des rues qui se sont tranquillisées. On a vu l'apparition de zone 30, on a vu l'apparition de seuil, on arrive même à avoir des zones de rencontre. Et puis la voiture, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On la place là où on doit la placer, dans les zones de déplacement de ville à ville, de quartier à quartier, et après on rentre tranquillement dans le quartier, et c'est comme ça qu'on a pu sécuriser différents quartiers. Voilà, c'est comme ça que se prépare la chose, et bien sûr que quand on est dans ces années 2000, et qu'on a cet objectif-là, et bien finalement, est-ce qu'on a été assez ambitieux par rapport à la projection de notre population de demain? Donc le canton de Vaud, ce n'est pas encore 700 000 habitants, mais c'est bientôt 700 000 habitants, c'est plus facile pour moi pour faire les calculs, pour que vous les compreniez. Ben, si vous dites qu'il y a une progression de population d'1% par année, dans 10 ans, dans le canton de Vaud, il y aura 70 000 personnes, c'est même plus, là, parce que c'est 70 000 personnes. Dans 20 ans, vous aurez 140 000 personnes de plus. Bon, est-ce que la croissance va continuer ou pas? J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que ces dernières années, en termes de croissance de population, même déjà l'année passée, ils ont été dépassés. Donc on voit que c'est une préoccupation. Donc quand on parle de la crise du logement, eh ben, c'est l'accueil de ces populations, auxquelles il faut rajouter encore que nous tous, et là il y a pas mal de gens de génération, j'aurais bien aimé que les deux jeunes qui m'ont demandé s'ils pouvaient venir restent, mais ça m'ennuyait pour voir les comptes, mais se rendre compte que ce qu'ils vivent aujourd'hui ne sera pas la même chose que demain, et si on se rappelle quand on était enfant, génération différente ici, ben, notre espace de vie, notre espace de famille n'était pas du tout celui qu'est aujourd'hui. La famille aussi n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui, il y a de plus en plus de familles recomposées, voire décomposées, voire aussi les espaces de vie sont plus importants. Donc il faut savoir que dans les mètres carrés d'appartements qu'on avait il y a 30 ou 40 ans en arrière, cette surface est un peu plus importante. Et puis des familles monoparentales ou même des personnes seules sont en nombre complètement différent, en tout cas qu'auparavant. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'on devrait théoriquement pouvoir accueillir des gens, puisqu'il y a 20 ou 30 ans, il y a plus de monde à Lausanne qu'il y en a aujourd'hui. Bien, la courbe de la population résidente à Lausanne a augmenté. Je peux vous donner un chiffre, on va repasser la barre des 130 000 habitants à Lausanne. On est à quelques centaines près de cela, en comptant les étudiants, parce qu'il y a aussi le monde étudiant qui participe grandement aussi à l'occupation de ces logements, auxquels on rajoute bien sûr toutes les activités. Voilà, ça c'est la base qu'on a encore, même il y a 2 ans en arrière, avec la volonté d'entreprendre. Dès lors, comme dans toutes les collectivités, comme cela a été fait dans d'autres grandes villes européennes, eh bien, on regarde où il y a du territoire dans lequel on pourrait faire évoluer le bâti. Il y a plusieurs sites dans Lausanne. Ici, on vous en propose 2, mais cette réflexion qu'on vous fait ici, on peut la faire aussi sur d'autres parties de territoire. Une qui a beaucoup fait parler d'elle, c'est l'Hermitage. Une autre, c'est Roverea. Ici, vous avez des friches qu'on appelle, non pas des friches industrielles, mais des friches qui se sont développées dans votre quartier en particulier, dans les années 60 par exemple, avec une stagnation complète du développement dans ce quartier. Vous avez dit, Madame la Présidente, Monsieur le Président, pardon, que votre quartier était isolé. C'est vrai qu'il y a eu un stop de l'urbanisme dans ce site-là, parce qu'il n'y a pas eu de clairvoyance, je dirais, dans la notion propre du développement de ce quartier, alors que sur les 3 axes de votre ville, vous avez deux axes et demi, on peut dire, il y a la possibilité de développement. Dans la région de Grenoble, avec la zone sportive, on avait vu dans les années 70-80 des tas de terres qui permettaient peut-être de penser qu'un jour on aurait des maisons en terrasse, on n'a toujours rien vu venir, où on n'a pas vu de développement de la zone sportive. À Ligro, on en parle depuis des années, mais il y a 15 ans en arrière, ils se sont développés sur leur site, puis ils se sont quand même dit qu'un jour peut-être qu'ils se développeraient là, donc c'est beaucoup d'incertitudes. Le cimetière, il a été classé, il n'y a pas de raison à le diminuer en espace, et puis la propriété de Chance, eh ben, elle a, en guillemets, parce que c'est du territoire purement lausannois, a vécu un bon moment, mais préalablement, il y avait d'autres roseraies sur le bâtiment de Chavannes, que vous connaissez, qui a donné des places de travail, mais ça a été fait dans les années 80, et depuis, ça a été en stand-by. Voilà, ça c'est l'état du territoire. Et que dit la municipalité? Ben, il l'avait dit même avant le début de la législature,
On va faire 2000 logements supplémentaires, donc 4 à 6000 personnes de plus dans Lausanne, dûment compensées. Puis là, on dit, bon, on pourrait peut-être encore aller plus loin par rapport à cette projection telle qu'elle est faite. Donc la municipalité, bien sûr, des projets d'une telle ampleur ont fait l'objet de plans. La presse a appris un peu ce qui se passait avant même que le conseil communal, voire les principaux acteurs de la ville, aient été consultés. Et ils ont sorti quelques documents qui ont sans aucun doute mis de l'émoi dans différentes populations résidentes, que ce soit dans les hauts et les bas de Lausanne. Et bien, aujourd'hui, on est dans le monde de l'information. Des fois, l'information va plus vite que même que les acteurs voudraient le faire. Mais pour présenter des documents qui tiennent la route, c'est clair qu'il faut un minimum d'études préalables, voire de contacts préalables. Vous avez rappelé les dates de l'automne passé. Et bien, c'est la période, en fait, où le conseil communal prend acte, finalement, des intentions de la municipalité, voire les amendes, et c'est ce que je vais vous présenter ici, maintenant, très rapidement. Donc, la municipalité de Lausanne constate, on parle ici d'équipements de quartier, que les équipements sportifs lausannois sont vétustes et nécessiteront, au même titre que les infrastructures scolaires, des entretiens relativement lourds. Préalablement, le conseil communal de Lausanne a refusé une des étapes de l'entretien du stade de la Pontaise d'une manière très très claire, malgré qu'il avait accepté préalablement un compte d'attente pour un concours d'architecture pour une extension de cette partie de territoire. Votre serviteur, quand il était conseiller communal, avait fait une intervention dans les années 90 assez forte, à l'époque c'était Bernard Métro, dans lequel on demandait une politique très claire sur les équipements sportifs, puisque Lausanne, capitale olympique, c'est pas le tout de décliner puis faire croire aux gens qu'on va tout faire dans le sport et qu'on aura tous les moyens dans tous les équipements sportifs. J'ai demandé quelques priorités justement dans les sports qu'on avait développés à Lausanne, à tout point de vue, que les activités phares qui peuvent être le foot par exemple ou le volley qui est près de chez vous, qui est à Dorigny, voire même d'autres activités qui sont peut-être plus marginales parce qu'il y a moins de personnes qui participent à ce sport. Voilà. On en vient aussi également à une autre problématique, c'est quand on développe un quartier, eh bien, il faut des équipements publics et des transports publics performants. Donc cette volonté d'accompagner et d'améliorer les transports publics était clairement définie, mais je reviens avec la décision qui avait été donnée par les autorités fédérales. Vous n'aurez pas d'équipement public important si vous ne participez pas à cette densification de la ville. Donc on va venir sur la notion des quartiers. Le thème général, même si aujourd'hui j'ai reçu une lettre non pas anonyme, un peu particulière sur l'environnement, je vous en dirai peut-être deux mots tout de suite, mais dans lequel notre environnement est notre préoccupation, et en termes d'énergie c'est une très grosse préoccupation, donc de mettre l'obligation que quand on construit durablement, avec des valeurs énergétiques en tout cas intelligentes. Voilà, et puis comment construire sur ce vaste territoire. C'est les 4 thèmes en fait qui ont été développés, qui ont été traités par le conseil communal l'automne passé. Donc ils nous ont donné le hockey d'intention, je précise bien, avec bien sûr les moyens financiers nécessaires pour aller de l'avant avant d'arriver sur des choses plus définitives. Donc le territoire de Lausanne, c'est ce que vous avez ici en gros, qui est représenté, pardon, ça c'est le territoire de Lausanne. Vous donnez une échelle de là à là, c'est 5 km. Comme ça vous avez un peu une idée. Et puis on est à la côte d'altitude 373 mètres là, et puis on monte, là on n'est encore pas dans les territoires forains, on s'arrête à l'épalage. On est à près de 750 mètres. Donc c'est cette particularité lausannoise. Donc elle s'est développée, Lausanne s'est développée historiquement dans son centre-ville, d'accord. Et puis par l'activité économique qui est ici, s'est développée le long de l'ancienne ficelle faite à la fin du 19e siècle. Et vous trouvez naturellement, finalement, une ville très dense dans cette partie-là, et la cité historique. La particularité de Lausanne, c'est qu'elle s'est construite par rapport à ces collines, ces 3 fameuses collines. Et bien souvent, une critique qu'on fait en termes d'urbanisme, c'est qu'elle s'est construite le long des rues, mais sans vraiment de quartier. Il n'y a que des quartiers traditionnels qui sont développés, c'est le cas de Chailly, d'accord. Mais l'avenue de Cour, où les gens de l'avenue de Cour aimeraient d'ailleurs maintenant dénommer la partie de l'avenue de Cour qui a été complètement rénovée ces 2-3 années, aimeraient qu'on l'appelle Cour Village. On a une demande, bien sûr, légitime de la population de créer un espace de vie dans ces quartiers. Donc nous recensons dans les zones vierges, et dans l'étude de ce projet, c'est la partie de la Blécherette, Plaine du Loup, et le quartier qui est le vôtre, et plus particulièrement à proximité de la route de Chavannes et la steppe qui est ici. On va y revenir. Voilà, vous les voyez ici sous une autre image, qui est une photo aérienne, où là vous avez les différents axes de transport. Et bien je vous ai parlé tout à l'heure de décisions qui se prennent et qui vont se prendre d'ici la fin de l'année prochaine par les autorités fédérales, et l'Assemblée fédérale en particulier. Et bien c'est l'aide au financement
des axes forts. On a fini le M2 maintenant, on pense déjà au transport public du futur. C'est de Lutry à Renan-Bussigny, d'améliorer les déplacements des gens, ici, y compris en direction de Prilly, et puis bien sûr en direction du nord. Il faut savoir que le M2, quand il a été non pas conçu, avant même qu'il soit conçu, quand il y a eu une recherche des tracés au milieu des années 90, alors c'était clair qu'il fallait de toute façon améliorer la situation sur l'ancienne ficelle, mais la question se posait, est-ce qu'on part en direction des palages, est-ce qu'on part en direction de la pêcherette? Et une promesse très claire avait été faite, en tout cas, d'améliorer l'équipement. Pourquoi? Parce que pendant toutes ces années, si une partie de Bois-Gentil était construite, le quartier des Bossons a continué à se construire jusqu'à la fin des années 2000. Voilà, donc sur le territoire de la Bécherette, en fait, c'est revisiter la totalité des équipements qui sont ici, de voir si on peut densifier et faire un transfert d'équipements dans des zones qui sont encore vierges, qui sont au nord de cette parcelle, en direction de Bois-Gentil. Alors il est évident qu'il y a des équipements existants et la question se pose, est-ce qu'on les conserve, est-ce qu'on les déplace ou est-ce qu'on les rénove complètement? Ce qui est sûr, c'est que le conseil communal, dont je vous ai fait allusion par rapport au préavis de la Pontaise, a refusé l'évolution du stade de la Pontaise, a décidé de déstructurer la patinoire et le vélodrome de la Pontaise, mais de reconstruire la patinoire, mais pas le vélodrome. Et puis on arrive avec toute une série d'autres équipements qui sont des stades de foot ou d'athlétisme de quartier, tout comme le tennis et autres, et toute une série d'activités d'ailleurs que bien les personnalités ne connaissaient pas. C'est une surface relativement importante qui a environ 67 hectares, donc c'est vraiment très très important. On en profite en même temps pour faire un peu de provocation vis-à-vis de l'État, parce qu'il y a certaines activités aujourd'hui cantonales qu'on pourrait voir disparaître demain. Quand je dis demain, ça peut être 10 ou 15 ans, hein, c'est pas sur le court terme. C'est la fameuse prison. Je veux dire, si vous êtes allé visiter la prison, c'est peut-être un ouvrage sympathique en termes d'architecture, mais en tout cas, les gens qui sont dedans, si on les prend par rapport aux prisons du XXIe siècle, on n'est plus tout à fait dans les conditions sanitaires. En tout cas, c'est un avis très personnel, il n'est pas partagé par l'État, mais ça, c'est complètement égal. Mais je pense que même si les gens font des délits, ils ont aussi le droit d'être dans un espace de vie qualitativement un peu supérieur à celui qui est ici. C'est clair que ça provoque l'État, ça demande de l'argent, on ne leur demande pas de se déplacer aujourd'hui, mais le jour où le constat sera qu'elle est en fin de vie, eh bien on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on fera de ce territoire? Nous, on n'a pas envie de voir disparaître le bâtiment, il pourrait être entretenu, pour d'autres activités, peut-être le mur d'enceinte pourrait le supprimer. Il y avait d'ailleurs eu un débat au conseil communal qui avait complètement gelé un projet de densification sur le territoire, tout ça disant parce qu'à côté d'une prison, on ne pouvait pas y habiter. Moi, personnellement, j'y habite à côté d'une prison, ça ne va pas gêner le vivre et de grandir, mais enfin, voilà. Et puis, les services automobiles, à l'époque, on parlait de la privatisation de ce service, avait émis le vœu de se déplacer. Alors maintenant, il n'est plus privatisé, peut-être que les choses vont changer, mais je ne suis pas sûr qu'on va garder vraiment ce type d'activité à terme. Mais enfin, on verra ce qu'il en est. Nous, ce qu'on fait comme proposition, c'est que s'ils se déplaçaient, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme type d'activité? On peut tourner. Voilà, vous retrouvez ici les plaines du Loup. Il y a un vieux projet de déplacer cette route cantonale. Si elle est en très très mauvais état au niveau de l'infrastructure, c'est parce que justement il a toujours été prévu de la déplacer, puis d'améliorer une autoroutier, parce que vous savez que sur cette partie de ville, eh ben, c'est un grand parking tous les matins quand les gens viennent travailler à Lausanne. L'autoroute en particulier. Votre secteur, mais il est relativement vaste. C'est la totalité, excusez-moi, qui fait 67 hectares. Là, il fait combien d'hectares ici? 14 hectares. Alors, peut-être pour vous repérer, vous êtes ici, on se trouve par là. On a l'avantage d'avoir le N1, on a aussi une autoroute, qui est la première autoroute de Suisse, qui pourra peut-être voir sa mutation dans notre ville, puisque à l'époque, il était prévu que l'autoroute traverse la ville, là, elle s'arrête en fait un peu plus loin que chez vous. Ici, vous avez la steppe, et là, vous avez les universités. Donc, que propose la ville de Lausanne? La municipalité de Lausanne, elle propose en fait de revisiter toutes ces parties de territoire que vous avez ici et d'y mettre des activités. Cette particularité, c'est qu'en fait, on est quasiment en totalité sur la propriété de biens communaux, à part une toute petite parcelle de quelques bâtiments qui exploitent la maison de Schwartz. Ici, vous avez la steppe. Alors, la steppe, c'est un vaste débat. C'est la plus grande steppe du lac. Elle est gigantesque. Elle traite environ 250 000 personnes, équivalent habitants en tout cas. Et on a entrepris un immense programme de rénovation de la steppe sur plusieurs points. C'est la partie du traitement des boues, ces fameuses odeurs très fortes que vous avez eues, qui existent encore, mais elles ne viennent pas de ce même endroit.
On a fait des investissements très très lourds de confinement de toute cette partie-là. Actuellement, on est en train d'attaquer la dernière étape, c'est toute la chaudière. On a fait le traitement des fumées, problématique de dioxine, etc., etc. Donc tout ça maintenant est traité. Mais par contre, il reste toute cette partie-là qui a été faite dans les années 60 et qui n'a pas pris en compte finalement qu'un bassin d'eau sale, parce que c'est ça dont il s'agit, ces grands bassins ne sont pas couverts, et puis particulièrement dans les périodes comme on a maintenant, dégagent des odeurs relativement nauséabondes. Donc ce qu'on a fait sur le court terme, c'est qu'en fonction des remarques, et d'ailleurs je ne peux que vous inciter, quand vous avez des odeurs qui vous gênent, de téléphoner. Parce que c'est vrai que vous prenez ça presque comme un mal. Le problème, c'est que les gens chez moi, ils disent on n'a pas de téléphone qui va bien. Ils sont habitués à ces odeurs, je ne vous cache pas, et je redis chaque fois, chaque séance publique, quand vous n'êtes pas content, vous réagissez. Et pour moi, c'est encore plus facile de vous dire que vous avez une solution, parce que quand vous réagissez, ils mettent en route ce système un peu particulier, c'est des jets qui viennent sur les bassins, dans lesquels on a des odorisateurs qui viennent dessus, et ça ne fonctionne pas trop mal. On a 1 ou 2 fois par année des problèmes de pression atmosphérique qui font qu'on n'arrive pas à lutter contre ces odeurs. Ce qui est sûr, c'est que je me suis engagé déjà il y a quelques années à aller plus loin pour moderniser complètement cette steppe sous 2 aspects. Un, c'est qu'on n'est plus des bassins à l'air libre, c'est qu'on est des bassins couverts. Comme ça, ces eaux sales stagnantes sont dans une zone de confinement dans laquelle on peut traiter les odeurs. Et puis surtout, ce qu'on envoie dans le lac, si c'était parfait il y a 40 ans, parce que la technologie montrait que c'est la technologie la plus avant-gardiste, d'ailleurs, Lausanne était très avant-gardiste sur le traitement des eaux, et bien aujourd'hui, dans les techniques très très modernes qu'on a, on peut faire ce qu'on appelle de l'ultrafiltration et traiter toute la problématique des virus et des problèmes bactériologiques, à la sortie de l'eau usée, et pas seulement traiter quand on pompe l'eau potable du lac pour vous donner de l'eau potable. Voilà. Bref, d'être le plus optimum en traitement. Là, c'est de l'argent considérable, hein. C'est 100 à 150 millions, c'est un certain nombre d'années d'études, auxquelles s'est rajouté d'autres types de polluants, vous allez entendre parler progressivement, c'est les micropolluants, et c'est une recherche qui est lancée aussi au niveau fédéral, pour 6 ou 8 millions, pour trouver la meilleure méthodologie, également pour traiter ces nouveaux polluants qu'on découvre, parce que la science découvre tous les jours des choses nouvelles. Ça, la municipalité est très très engagée sur cet équipement. D'ailleurs, le conseil communal aura prochainement un préavis pour avoir les financements pour la poursuite de ces études, d'avoir une appréciation nettement plus précise des coûts, puisque là j'ai donné 100 à 150 millions, pour qu'à la fin de cette décennie, début de la décennie prochaine, on achève les travaux de rénovation de cet objet. Donc c'est énorme comme équipement, hein. C'est pas rien, il faut se rappeler que Lausanne investit entre 100 à 130 millions par année, donc c'est quasiment un budget d'investissement annuel, et pour la steppe, je crois que pour les gens du quartier, pour notre environnement, pour l'axe, c'est plus que nécessaire. Je reviens juste sur l'histoire de l'anecdote, parce que les gens parlent toujours de cette steppe, elle est mal placée, etc. Cette steppe, elle est dans la zone la plus naturelle pour nous tous, puisque on va d'une colline, on ne va pas remonter de l'eau usée, mais de l'énergie, tout ça. Et à l'époque, les gens, quand ils ont construit cet ouvrage, pour l'expo, je le rappelle, eh ben, ont eu le culot déjà de traiter le résidu d'égout et en faire de l'eau chaude. Donc on se chauffe avec ces bouts qu'on brûle. Et c'est seulement depuis cette année qu'au niveau suisse, on n'a plus le droit de faire d'épandage dans les champs. Donc nous, on était avant-gardistes, on ne savait pas ce qu'il y avait dans ces bouts, on avait fait de l'énergie, ça nous coûtait plus cher pour des questions, ce qu'on appelle vraiment de développement durable, en tout cas c'est comme ça qu'on peut le développer hier, mais surtout on sait que dans ces bouts, eh ben, il y a ce qu'on appelle les métaux lourds et choses comme ça, en tout cas on a découvert au fil du temps, et c'était bien ainsi. Donc cet équipement est indispensable pour une cité, qu'on soit ici ou ailleurs, et encore plus, ben, on a la visibilité de cette eau qu'on envoie dans un environnement important, qui est le fameux lac Léman, qui est un patrimoine lacustre à qui on doit laisser à nos générations, en tout cas, la chose la plus propre possible, en tout cas en connaissance de. Voilà, donc cet équipement doit être modernisé, c'est évident, et on ne peut pas rentrer en matière pour développer ce site sans faire le complément de développement. Voilà, alors, le conseil communal, quand il a lu tout ça, il a eu ces informations, il a eu plusieurs séances, il n'y en a pas qu'une, puisqu'entre autres, il a reçu toutes les personnes qui ont manifesté comme vous pour en parler. Et il a donné des injonctions à l'exécutif de revoir ce que j'ai dit très rapidement tout à l'heure, le plan directeur, donc ces fameuses routes, zone 30 et choses comme ça, par où on passe, par où on va. Il n'y a pas que ça, il y a aussi tous les équipements et les zones d'activité. Quand je parle d'activité, hein, ce n'est pas seulement de loisirs, hein, c'est aussi l'activité du travail, c'est aussi l'activité de sport et choses comme ça, c'est au sens large du terme, mon vocabulaire. Hein. Voilà.
Il dit, vous voulez modifier des stades, ok, nous on entre en matière, mais il faut nous faire des variantes d'implantation. Est-ce que d'aller en haut ou en bas, est-ce que c'est juste? On a des variantes. Donc on doit étudier des variantes pour le stade de flotte. Et puis de voir aussi par rapport à la Pontaise, puisque c'est un ouvrage important de notre cité, de voir, d'avoir un dossier technique pour évaluer si le jour on décide, si on ne fait pas une grosse erreur. Voilà. Alors, toute cette étude va mettre en divergence, justement, c'est un terme usuel qu'on a, moi, je suis parlementaire fédéral, c'est un terme usuel, la divergence, on les traite, les divergences. Mais on ne vit pas une divergence toute sa vie, hein. Au bout d'un moment, il faut les traiter. Il faut avancer. C'est comme ça qu'on avance aujourd'hui au Conseil national. On a traité plusieurs divergences entre le Conseil national et le Conseil des États, parce que les gens se sont mis autour de la table, parce qu'ils doivent dialoguer pour construire leur futur. C'est ce qu'on doit proposer au Conseil communautaire. Voilà, on fait toute une série de choses où on peut aller loin, mais dans le dialogue, parce que je vais jusqu'à minuit, ce qui est sûr, c'est que Lausanne ne travaille pas tout seul, elle travaille avec toute l'agglomération au sens large. Donc vous avez peut-être entendu parler d'un PAL, d'un SDOL, d'un SDNL, d'un SDEL, etc. Donc les S, ça veut dire schéma, le D, c'est le schéma directeur, et puis après vous êtes à l'ouest, vous êtes au nord, vous êtes à l'est, ou vous êtes à Morges. Le tout se réunit sous le PALM, c'est le plan d'agglomération Lausanne-Morges. Ce plan d'agglomération Lausanne-Morges, c'est justement ce dossier complet qu'on envoie à Berne pour avoir des financements pour les infrastructures. Que ce soit pour la mobilité douce, donc piétonne, vélo, voiture, transport public, vous mettez dans le sens que vous voulez. Ce qui est sûr, c'est que globalement, toutes les villes, tous les cantons hiérarchisés les priorités, c'est la mobilité douce par les piétons et les vélos, c'est les transports publics, d'accord? Et puis on finit tout à la fin par la voiture. Voilà, c'est ça l'ordre. Alors les points sur quelques dossiers où on en est aujourd'hui. Alors, ce qu'on appelle la participation citoyenne ou démarche participative, on peut l'appeler comme on veut. Le Conseil communal a donné les moyens pour qu'on recherche un groupe pour accompagner les fonctionnaires de la ville, les autorités politiques, pour pas seulement faire que de l'information, comme on fait un peu ce soir, mais de consulter, négocier, enfin bref, d'écouter les gens. Donc il y a, entre l'automne passé et ce printemps, début d'été, eh ben, on a fait un appel d'offres. La loi nous oblige de faire un appel d'offres sur le marché public, puis que des groupes se constituent pour les accompagner. Et c'est seulement depuis 2 à 3 mois qu'ils ont été choisis, qu'ils se mettent en route. Et la première grande séance publique a eu lieu la semaine passée, en présentant très clairement les objectifs qu'on a dans ce projet, et pendant 6 mois de travailler avec les différents corps constitués, les différentes associations, et bien sûr le simple citoyen qui s'intéresse à ce projet. Voilà, vous retrouvez dans ce préavis un peu la méthode. Donc notre volonté, c'est écrit ici, urbaniser, remplacer, construire et réaliser, d'accord. Rappeler que structurellement, il y a des décideurs qui sont les politiques, qui sont élus pour ça d'ailleurs, qu'ils soient à l'exécutif ou au conseil communal. D'accord. Il y a des experts qui accompagnent, parce que le savoir, il n'est pas automatiquement tous ces gens qui ont été élus, loin de là. Après, il faut des modérateurs, des chefs de projet, des coordinateurs pour avancer, etc., etc. Mais dans la démarche participative, il faut ce qu'on appelle créer des ateliers. Alors là, ces ateliers, justement, sont accompagnés de personnalités qui sont de tout horizon. Ça peut être des géographes, des architectes, des ingénieurs, des urbanistes, des spécialistes en trafic et autres, qui animent. Et puis d'aller à la rencontre des gens. Alors, on rappelle bien que la démarche participative, c'est vraiment informer, consulter, négocier. Hein? C'est pas seulement, écoutez, prenez la bonne parole du bon peuple, c'est comme ça, psycho, il n'y a rien à voir. Voilà. Il est clair qu'on ne peut pas participer à la démarche participative si dès le départ on dit, le premier chapitre, donc la table des matières, on ne rentre pas en matière. Si on ne rentre pas en matière, on n'ouvre pas le livre, hein, parce qu'il ne paraît pas intéressant. Alors on peut bien sûr bloquer le processus à l'amont, démocratiquement, en tout cas notre pays le permet. Voilà. Alors bon, c'est un peu compliqué, mais peut-être sur le chapitre des transports, la volonté de l'agglomération Lausanne-Morges, c'est de renforcer très sérieusement les transports. Peut-être j'ai laissé juste le tram pour montrer. Il faut se rappeler que la ville de Lausanne est très très avant-gardiste, au même titre d'ailleurs que d'autres villes l'ont été, puisque la ficelle, on le rappelle, de s'amuser à aller chercher de l'eau à Lac de Bray pour se déplacer depuis le lac sur le centre-ville. C'est une économie privée d'ailleurs qui a développé le système. Puis en 1955, on met la crémaillère, puis maintenant en 2008, on va venir avec le métro complètement automatique. Ça ne s'est pas fait tout seul, mais c'est grâce à
à une volonté de différents acteurs de l'économie ou politique d'aller de l'avant. Ils ont été de l'avant également avec le trolleybus. Le trolleybus, on est une des plus vieilles villes d'Europe à avoir le trolleybus. Par contre, on a fait une grosse erreur que n'a pas fait Zurich, Bâle et Berne. C'est que dans les années 60, on était en tout-voiture. À cause de la pente et des problèmes de mobilité, etc., et d'espace, on a supprimé le tram. Ce qui veut dire qu'on a perdu la culture du tram à Lausanne, ce que n'a pas perdu les 3000 dans le groupe. Il y en a d'autres côté en avance, ils l'ont perdu, il est vrai, mais ils l'ont ramené. La ville de Strasbourg, par exemple, qui a eu le tram jusqu'aux années 70, et ben, ça a duré que 20-25 ans. Maintenant, ils ont déjà 3 ou 4 lignes qui se mettent en place. Ben, nous, on revient à cette décision qu'on a peut-être malheureuse qui a été prise en son temps, mais on se dit, eh ben, les trolleys, ils sont bien, mais quand on voit la ligne qui va de Renan à Lausanne, elle est complètement saturée, il faut des véhicules beaucoup plus grands. Enfin, bref, on propose le tram. Alors, on arrive, suite à une démarche qui a duré environ 8 à 9 mois, entre les études accompagnées d'experts à différentes collectivités, dans ce qu'on appelle les axes forts, et on dit de Lutry à Bussigny, eh bien, il faut améliorer tout ça. Donc là, vous avez un des projets de ligne qui est proposé, c'est la ligne de tram de la place d'Europe en direction de Bussigny. Ce que vous avez en Poitiers, c'est des options que nous avons encore pas complètement établies avec les différents experts et autorités. Mais il y a un autre réseau qui se développe, je ne sais pas si on l'a sur une autre fois, ça c'était le tram, voilà. Et bien, c'est dans l'axe Lutry-Prier de renforcer la ligne de bus. Et en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la mobilité prioritaire sur les transports publics, là, on inverse la chose. On dit sur cet axe-là, c'est le transport public qui est prioritaire. Ça fait clair. Donc ça occasionnera quelques problèmes de bouchons pour certains passages piétonniers. Néanmoins, rien n'empêche qu'on inverse aussi très très localement la tendance. Je pense dans la notion propre la problématique propre de Pouilly, ou de Pouilly à la Clergère, dans lequel c'est évident que c'est le passage piéton qui vient d'une primerie sur le bus, mais dans tout le reste du territoire, c'est ce bus de grande dimension qui pourrait se développer. C'est quoi un bus de grande dimension? C'est en tout cas 2 remorques. Enfin, une remorque et un bus, ou un couplet comme on a maintenant, mais ça peut aussi aller beaucoup plus loin. C'est 3 remorques, enfin 3 éléments. Donc ça existe, hein, je vois madame qui est surprise, maintenant ça existe. Et quand j'ai fait quelques remarques en son temps à Chailly pour dire le giratoire, faites pas le débat sur la dimension du giratoire de Chailly, parce que demain on peut avoir des bus d'une toute autre dimension, parce qu'il faudra augmenter les capacités. Tout le monde a ri au nez. 3 ans plus tard, on leur montre que ces grands bus existent, à Lyon ça existe, à Genève ça existe. Alors c'est clair que c'est pas évident de tourner avec ces grands bus dans des grands virages dans ce giratoire. Si vous parlez non plus sur cet excès-là, c'est peut-être un peu excessif ma démonstration que je viens de vous faire. Mais ce qui est sûr, c'est que si on est plus ou moins en ligne droite, eh ben, c'est entre le trolleybus qu'on connaît aujourd'hui, hein, une remorque et les bus principaux, voire l'articulé, mais ça pourrait être un élément beaucoup plus grand. Et on pourrait bien sûr comme ça porter sans problème entre 7 à 10 millions de passagers sur des lignes, à condition bien sûr qu'on y mette la cadence, etc. Mais bien sûr, pour transporter autant de monde, hein, il faut que l'habitation change autour, hein, parce qu'à certains endroits, c'est pas assez dense. Voilà. Alors voilà, une première réalisation prévue pour nous, et qui vient plus particulièrement sur votre quartier, parce que c'est vrai que tout part en fait d'ici, c'est de faire l'évaluation du déplacement du stade de la Pontaise, donc un stade d'activité régionale, sur la partie inférieure de la ville. L'autre crainte qu'on a sur un stade tout seul, eh ben, c'est que c'est un peu le désert autour d'un stade, et d'y mettre des activités en adéquation avec des activités qu'on peut mettre sous les gradins, voire aller beaucoup plus loin, puisqu'on pourrait sans doute mettre des bureaux et autre chose comme ça. Bref, d'utiliser le sol à l'optimum, tout en gardant bien sûr la notion qualitative. Alors c'est clair qu'il y a aussi des acteurs sur le site, je pense aux jardins familiaux, je pense d'autres activités qui sont les boules, voire d'autres activités industrielles, et en l'occurrence c'est une zone de relevage de gaz qu'on distribue dans de bien parties de la ville. Il y a aussi d'autres activités qui sont historiques ici, puisqu'il y a le musée historique et autre chose qui sont... Voilà, donc on est avec une carte de ce type-là. Et puis, on arrive avec cette problématique, c'est ce fameux poste de détente. C'est là la rencontre qu'on a eue à la STEP. Comme vous citiez tout à l'heure M. Cobb à la séance du mois de mars, tout le mois, 15 mars. Et bien, nous avons présenté ce dossier, entre autres à votre centre de quartier, tout comme aux professionnels de la nature et autres choses comme ça, avec des services cantonaux. Alors, c'est quoi cette centre de relevage? Vous avez en fait ici, à proximité de l'autoroute, une conduite qui est à 20-25 bars de pression et qui va jusqu'à Malin.
de gaz. Alors c'est quand même, il faut savoir qu'un réseau de gaz que vous avez dans vos distributions, on a 5 bars. Donc 25 bars, c'est 250 mètres de colonne d'eau, 5 bars, c'est 50 mètres de colonne d'eau. C'est pas tout à fait la même chose, il y a un rapport de 5. Alors comme c'est du gaz, en plus, c'est quand même dangereux, donc on n'a plus le droit de construire sur une certaine dimension, zone de sécurité par rapport à ce risque. Donc la proposition qu'on fait, c'est que le poste de détente qui est ici et celui qui est à Malais, on les supprime, on le met dans un espace ici qui est à Lydie, et on passe avec une conduite de 5 bars, ce qui diminue passablement le risque potentiel. Donc ça c'est le préavis qui va être présenté au conseil communal tout prochainement. On a fait une étude de variante, vous voyez, il y en a plusieurs, parce que chaque fois qu'un technicien fait des propositions, le politique bien sûr demande s'il n'a pas évalué d'autres variantes, et finalement on finit dans un endroit qui aujourd'hui est le poste la zone de compost de parc et promenade, qui est une zone de béton particulière. Donc on prend en compte bien sûr les problématiques environnementales du site, en les améliorant, tout en voyant comment on peut modifier tout ça. Donc qu'est-ce qu'on propose? C'est de faire un peu le stand de détente que vous avez vu, mais bien sûr modernisé, donc il aura moins de dimensions, plus faible. Il y a un équipement aussi particulier. Et puis on va créer des buttes de terre tout autour, on va végétaliser tout, on va l'enterrer au maximum. Et puis peut-être juste revenir en arrière. Ah ben non, il y était, ouais, voilà. On n'est pas en bleu. Normalement c'est bleu là. Là vous avez une bouille. Ce qu'on recherche sur la globalité du site, c'est d'améliorer finalement aux différents êtres vivants qui sont sur le site, d'avoir une zone de tranquillisation. Et là, en tout cas, pour les oiseaux en particulier, en zone plus ou moins forestière, de venir ici. On a d'ailleurs un autre projet à proximité du lac, en complément à celui-ci, pour ce type, pour les volatiles. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que sur le plan, moi je le vois ici en vert, un peu plus vendeur, en guillemets, mais moins technique, dans lequel on voit les aménagements de l'ouvrage. Là, il y a un petit problème avec le binaire, manifestement, parce qu'il y a un plan que vous ne voyez pas, et c'est qu'il ne passe pas, mais c'est pas grave, on va aller plus loin. Voilà, on a les jardins familiaux, c'est une grande histoire avec les gens de la ville et des autorités. Les autorités ont mis à disposition régulièrement différents espaces avec les gens qui veulent travailler la terre, donc ils ont entre 100 à 200 mètres carrés à disposition. Ils sont organisés par groupement, tout ça étant regroupé par une association fêtière lausannoise. Ça, c'est le groupement l'un des plus importants de la ville. Au sur Lausanne, à la frontière, vous avez aussi un groupement très très important. Ils ont une particularité en termes de durabilité, c'est qu'ils n'ont pas de bail. Enfin, ils ont un bail qui est très très courte durée, il n'y a pas de durabilité en termes d'affectation du sol. Donc, que demande le conseil communal? C'est qu'au prochain préavis, l'un des prochains, c'est qu'on donne la pérennité à ces activités dans la ville et puis qu'on les dispose de manière intelligente dans la ville, peut-être un peu plus rationnelle qu'elle est aujourd'hui, peut-être plus proche des habitants, parce que parfois, entre autres ici, c'est pas toujours évident de se déplacer avec ces outils ou d'autres choses, ou même pour se déplacer, ce sont parfois relativement loin de sa propre habitation. Donc il y a un gros travail dans le service auquel collabore M. Coll. J'ai oublié de vous présenter, je peux m'excuser. M. Coll, c'est le chef du projet de métamorphose, qui est directement rattaché à la municipalité dans le cadre de ce projet. Voilà, alors ici, bien sûr, quand ces projets ont été présentés dans la presse avant même que nous on le présente, puisqu'il y a eu des fuites, par un projet d'ailleurs que je ne trouve pas vraiment très très sympathique, enfin c'est égal, et ben les gens disent, bah, demain on va partir. Bien. Les promesses qui avaient été faites, pour ma part, je ne pensais pas que ça allait aussi vite dans les modifications des aménagements du territoire, mais la garantie d'une activité dans le quartier va être conservée. Bon, on savait que chez nous, il y avait une activité qui se développait, mais on avait la garantie aussi, donner la garantie à ce qu'à terme, finalement, on fidélise ceci. Alors, on a fait des recherches en interne, avant même de voir le groupement, pour faire des propositions et de remplacer une partie de cette surface. Vous voyez qu'on est 27 000 m², 17 000 18 000 m², en tout cas d'essayer de trouver des surfaces de compensation. Et le solde, la promesse politique qui a été, enfin la demande politique qui a été faite par le conseil communal, c'est que tous les acteurs puissent être relogés. Donc un collègue de M. Coll planche sur la totalité du patrimoine lausannois pour proposer, on espère encore cet automne,
les sites qui seront conservés, et pas seulement sur le court terme, des sites sur le long terme. Donc il y aura plus cette grande épée de Damoclès. On ne sait pas si dans une année ou 2 années, ceci va être urbanisé. Bref, on prend cette composante. C'est sans aucun doute un oubli qui avait été fait dans le plan général d'affectation. On aurait dû être un peu plus novateur, en tout cas, sur ce document. Voilà un peu le détail du site. Hein. Il y a des cultures qui sont en fin d'activité par parquet promenade, excusez-moi. Un espace végétal aussi de proximité. Vous avez ici en rouge la zone qui sera dévolue pour les jardins familiaux. Voilà la petite zone forestière ou arbustive qui est à proximité. Voilà les plans actuels. Et voilà les zones qui pourraient être modifiées. Donc là, on crée un espace de vie durablement organisé, en prenant en compte la problématique de la forêt de proximité, les différentes activités qu'il y a aussi, parce qu'il faut aussi penser aux places de parc pour les gens qui viendront sur cette partie de territoire. Ouais, ce qui est sûr, c'est que il y a 170 jardiniers actuels, il y a un sondage qui a été fait, des questions qui ont été faites, une collaboration avec les représentants du groupement qui sont ici présents ce soir. Voilà, on peut continuer. Voilà, donc on voit qu'il y a un léger déficit d'activité. Il faut bien se rappeler que, comme toute activité, on vit un moment, on va ailleurs, etc. Il y a un déplacement en gros de 10% à 12% des activités sur tous ces acteurs. Donc on a essayé de prévenir au plus tôt, c'est jamais assez tôt, hein, vous me direz, d'autant plus qu'il y a certaines personnes qui ont une vie importante sur ce site-là, pendant 30 ou 40 ans, il y a encore des jardiniers qui ont quasiment vécu le début de l'activité qui est maintenant cinquantenaire sur ce site-là. Voilà. Donc ça, c'est des plans techniques qui se discutent avec l'association. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il faudra affecter le sol. Alors affecter le sol à l'activité du jardinage, excusez-moi de ce thème un tout petit peu raccourci, qui définit en fait comment on s'organise dans cet espace, avec un texte qui dit très clairement ce qu'on peut faire, et après ça donne une pérennité finalement sur l'activité sur le site. Alors on a d'autres problèmes qui arrivent en même temps, parce que pendant qu'on y on les cumule. Dans la densification et le projet de 3000 logements sur Pépusserre de Provence, en haut de la vallée de la Jeunesse, c'est un territoire à Bagnoles aujourd'hui, et on a fini maintenant les droits à bâtir, la totalité des droits à bâtir qui sont juste à côté au carrefour de Provence sont terminés. Et on pensait important, ça on a cette friche qui a une autre ampleur de celle que je viens de vous montrer, équipée. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un concours, on a regardé si des investisseurs étaient intéressés à coloniser, on peut dire, un peu cette surface. On a eu plusieurs offres, on a pris celui qui nous paraissait le plus intéressant pour la communauté lausannoise, et il y a un mois en arrière, ma collègue Madame Zamora, qui était présidente du jury, avec les promoteurs, on fait un concours d'architecture et on choisit un lauréat, une collaboration avec un groupement d'architectes et les promoteurs pour développer cela, en espérant que fin de cette année, enfin début de l'année prochaine, pardon, on puisse commencer la construction. Le problème, c'est qu'ici, on a la place de 150 voitures et l'objectif, c'est sur une partie de cette parcelle, de bloquer, si possible, la voiture ici à l'entrée de la ville. On aimerait d'ailleurs diminuer progressivement la voiture. Le schéma directeur de l'Ouest, d'ailleurs, se préoccupe à juste titre, en collaboration avec les Lausanne, sur la modération de trafic sur la route de Chalin. Voilà, donc c'est quelque chose qui se rajoute. Voilà la partie de la surface qui est concernée. C'est ce qu'on appelle un parking provisoire, parce qu'on espère à terme, justement, régler la voiture sur un espace, si possible, souterrain, pour mettre des activités en surface et pas laisser la place à la voiture. Donc là, vous avez l'ancienne zone, qui était en blanc, qui était l'ancienne zone, justement, affectée. Personne ne s'en rend compte autour des pins qui sont ici. Voilà. Donc les prochaines échéances sur le court terme, je vous ai fait allusion à ce préavis auquel le conseil communal devra se déterminer. D'accord? C'est un préavis très technique pour que cette zone de pause de détente. Donc ça diminuera les risques majeurs pour votre quartier, puisque c'est conduite par sa proximité de votre quartier. Et puis on va tenir au courant bien sûr le conseil communal de l'état des démarches dans lequel on est. Rappelez que pendant le mois d'août, on va faire une recherche d'investisseurs par rapport aux activités telles qu'elles sont définies. Et c'est en fait par cela qu'on connaîtra finalement le type d'activité qu'on pourrait mettre pour valoriser deux biens importants à nos yeux. C'est un stade de football
12 à 15 000 places, une piscine olympique avec tous les équipements que ça donne, c'est-à-dire 2 à 3 bassins plus un bassin spécifique pour le plongeoir, tout ça confiné pour avoir une activité complète, et puis d'augmenter aussi les activités du vélodrome, du boulodrome, qui aujourd'hui n'est réservé qu'en bonne période. Il y a une demande de la part des gens du boulodrome parce qu'on a une ouverture particulière. Donc ça confinera finalement les activités, donnera la durabilité sur le long terme de ces activités que je vous donne ici. Voilà, bien sûr, la possibilité de remettre en cause, bien sûr, ce choix préalable c'est fait, puisque dans ce préavis, bien sûr, on aura le résultat des questions posées par le Conseil communal. Et après, on suivra par différentes étapes, mais tant qu'on n'a pas passé cette étape-là, on considère qu'on ne va pas passer les autres étapes et ça vous donne un petit peu les étapes. Donc on voit que pour arriver sur la décision de réalisation, il y a encore toute une série de préavis qui doivent être faits, ils sont quand même relativement nombreux, comme vous le voyez ici. Là, il y en a 2 qui sont exprimés, mais chaque fois, c'est des procédures d'aménagement du territoire qui sont quand même relativement lourdes. Donc dans tous les cas, quand vous voyez PPA, ça veut dire qu'il y a une mise à l'enquête, c'est-à-dire que tout citoyen pourra réagir. Donc il y a, après une définition qui pourra vous être expliquée qu'est-ce que la qualité pour agir ou autre, mais par exemple, vous qui êtes à proximité d'un site, et compte tenu de l'ampleur du projet, aurez la possibilité de donner vos remarques en complément à celles qui préalablement auraient déjà été données, dans lequel, dans les processus de conciliation dont je vous ai fait allusion tout à l'heure, je suis peut-être passé un peu brièvement, eh ben, vous aurez eu l'accord ou pas l'accord de proposition que vous pouvez faire. L'objectif qu'on a, c'est de pouvoir faire la mutation de ce VPCR dont on a parlé tout à l'heure, préalablement surtout de modifier le poste de détente de gaz, et puis après d'aller dans le processus d'aménagement du territoire, s'il est confirmé, des mutations de ces activités. Donc ces activités, je n'ai pas dit encore grand-chose, elles se confinent en fait à cette option qui est la suivante. Toutes les activités qui sont sur les secteurs à caractère quartier restent. Donc quand on parle de boulodrome ici, il reste. Quand on parle de la patinoire dans les Hauts-de-Lausanne, il reste. Quand on parle du stade marronnier, l'activité footballistique, elle reste. Quand on parle de l'haltérophilie qui est également dans les Hauts, ça reste, le ping-pong également, etc. Tout ce qui a caractère régional, ils sont 2 types, c'est le stade de football qui sert à la première équipe de Lausanne Sport, et puis l'athlétisme pour les activités à caractère internationaux, c'est Athlétissima, mais ça pourrait être aussi de d'autres ampleurs, reste. Elle reste dans la ville, mais elle ne reste pas automatiquement confinée sur le site. Et c'est sur la base des propositions du comité du Lausanne Sport qu'on a fait la proposition de faire cette mutation finalement de la Pontaine. En fait, on rappelle, peut-être les anciens s'en rappellent aussi, un débat qui a eu lieu au début des années 50, de savoir si le fameux stade olympique il a lieu en haut ou en bas. Voilà. Donc c'est sur la base de différentes discussions qu'on a eues avec les acteurs de la première équipe qu'on fait cette proposition-là et qui sera débattue dans les semaines, dans les mois qui suivent, voire même aussi ce soir. Voilà, je vous remercie, j'ai fait un discours un peu long, je peux m'en excuser, mais ce n'est pas un sujet non plus très facile, et puis ce n'est pas un sujet qu'on peut expliquer comme ça en 2 minutes. Voilà, je suis bien sûr à vos dispositions pour toute question. C'est le moment des questions à M. Français. Parmi les gens présents, il y a des gens de l'association, il y a les gens du quartier, il y a des gens d'ailleurs. Donc, il est important que chacun puisse s'exprimer. D'une part, alors je propose que les gens qui aimeraient, qui ont des questions immédiatement, lèvent la main. On va un premier tour de questions et puis ensuite on passe peut-être à d'autres. D'accord. Alors on commence par ces 2 premières questions. M. Meillet. Moi, c'est ce qui je voulais avoir quelques précisions par rapport aux tronçons d'autoroute. Ce qu'on a fait tellement longtemps, c'est mieux constitué. Nous avons enfin la concrétisation, c'est mise en route. J'ai cru entendre parler des gens du national à ce moment-là, qui parlaient d'un échangeur éventuellement à équipement qui était un peu projeté, c'était une chose. Est-ce qu'il est toujours prévu ou comment ça va se concrétiser à l'échéance? Et puis, on parlait de transformer, en fait, de déclasser ce tronçon d'autoroute depuis la Bourdonnette, ou depuis l'échangeur, je ne sais pas exactement, pour transformer en tout cas depuis la Bourdonnette, une sorte de boulevard urbain jusqu'à la Maladière. Alors si
les choses connaissent cette direction-là, je comprends bien que, en quelque sorte, les gens sortiraient côté Bourdonnette pour aller à hauteur de Bourdonnette pour aller dans le parking relais. Ça va être valable pour les gens qui sont acquis au transport public, pour les fort heureux de plus. Par contre, est-ce qu'on n'a pas le risque pour les gens qui voudront vraiment rentrer dans la ville, traverser la ville d'ouest en est, de reporter une partie du trafic sur la route de Chavannes et, cas échéant, parce que c'est la question qui pourrait se poser en matière de nuisance sonore, de reporter le problème qu'on a résolu au sud avec le mur anti-bruit, de le reporter avec une surcharge de trafic sur la route de Chavannes. Est-ce qu'il y a des réflexions à ce niveau-là quand il fait? Connaît-il quels sont les risques ou les mesures qui pourraient être prises? C'est une excellente question, j'aurais dû parler de ce chapitre-là. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le Conseil communal nous a octroyé des crédits justement pour une étude de mobilité, on peut dire, sur tout ce secteur de ville, qui prend en compte aussi le développement sur la commune de Chavannes quand on parle de la libre rouleuse. Donc en la collaboration avec le schéma directeur de l'Ouest, une étude de trafic a été engagée, dans laquelle les résultats vont parvenir, c'est tout prochain jour. Alors ce qui est sûr, c'est que cette route qui est ici, là, moi dans les variantes, je ne sais pas si vous en avez parlé en son temps, je la fermerais pour éviter justement une surcharge de trafic. Ce serait l'idéal. Et puis parce qu'on pourrait très bien dire, le trafic principal il passe par cette route, on crée les nœuds, enfin complète les nœuds autoroutiers, et puis on tranquillise toute cette partie. Par cela, ça va automatiquement alléger le trafic ici, parce qu'on a supprimé un tuyau. Voilà. Alors, à l'amont, Écu Blanc et Crissier, c'est 2 sorties d'autoroutes supplémentaires qui devraient venir justement pour désengorger une partie de ce trafic dont vous parlez. Alors, les communes de l'Ouest en particulier ont tapé sur la table il y a 1 année et demie en arrière parce que ce projet avait été mis aux oubliettes. Il a été complètement réalisé. Dans le Nord, d'ailleurs, la même chose, il y a une bretelle autoroutière qui est améliorée, mais elle, c'est un projet qui était beaucoup plus avancé. Maintenant, la notion propre du boulevard urbain, peut-être. Bon, il y a un problème d'argent. C'est qu'aujourd'hui, ça appartient aux routes nationales, donc c'est la Confédération qui entretient le tout. Donc il est vrai que si on a un projet intelligent qui vient, ben, les collectivités, entre autres la commune de Lausanne, peut se dire, bah oui, on pourrait la reprendre cette autoroute, à condition qu'on ait un partenariat intelligent. Léa se fera à 3. Maintenant, on attendra que quelqu'un ait payé la restructuration de la route, c'est-à-dire les routes nationales. Eux, ils seront contents parce qu'ils vont se débarrasser d'un bout, donc on peut leur dire. Ils ne vont pas dire aussi c'est le tir en caisse complètement ouvert. Et puis peut-être le promoteur qui pourrait venir nous faire des propositions intelligentes sur la partie territoire. Alors là, on est trop tôt pour vous répondre. Bon, ça a un déficit, hein, c'est le fameux parking dont je vous ai parlé, ben, il ne serait plus là. Mais bon, ça, c'est des compromis qu'il faudrait peut-être qu'on regarde. Maintenant, vient la question que vous n'avez peut-être pas posée, mais elle viendra peut-être, c'est le dimensionnement du P+R. Combien de places? Là, c'est aussi un bon problème. Donc à Vennes, j'ai fait la proposition en son temps de 1600 places, mais ce n'était pas raisonnable pour des questions de coût et même d'efficacité, parce que plus on le fait gros, plus on pourra attirer la voiture. Donc il faut vraiment que ce soit des choses qui soient combinées. Donc enfin, pas faute d'avoir aboyé préalablement, mais peut-être d'avoir beaucoup aboyé maintenant, ça commence à rentrer, on entend un certain discours d'autorité cantonale, voire fédérale, de donner un coup de main à une participation financière au P+R. Alors Lausanne aurait été précurseur, parce qu'on était ceux qui ont été plus en avant. Il y a d'autres communes, comme Aigle par exemple, qui ont eux aussi avancé. Mais enfin, le long finalement des réseaux structurants, des CFF en particulier, voire du LEB, la collectivité va aider d'autres collectivités à construire des P+R. Ce qui est important, et ça je ne l'ai pas dit, j'ai oublié de dire, mais là peut-être pour des années, mais, enfin en tout cas des heures, mais ce qui est sûr c'est que maintenant l'autorité cantonale a donné le coup de pouce. On attend encore la commande des rames, elles ne sont encore pas là, mais c'est qu'on passe sur un RER à 15 minutes. C'est-à-dire de Alamand à Côte-Sommet jusqu'à Aigle, on est des trains qui circulent tous les 15 minutes. Donc c'est des gros trams, si vous voulez, qui desserviront toute cette partie de territoire où il y a énormément d'emplois. Et c'est important d'Alamand, parce qu'il y a pour toute la région d'Étoile et de Morges, dans lequel il y a aussi pas seulement d'emplois développés. Donc là, ça nous permettrait justement de mieux dimensionner ce P+R. Est-ce qu'on met 1200, 1600 voitures? Moi, j'en sais strictement rien. Si on prend intuitivement, si à la route de Berne, on en a mis 1200, là, il devrait être plus gros, parce qu'il y a plus de voitures. Mais si on le fait plus gros, on privilégie les gens à venir en voiture sur Lausanne. Donc là, on est en concertation avec l'État. D'ailleurs, l'État ne nous acceptera pas n'importe quoi ici, parce qu'il veut que ce soit des mesures dûment coordonnées.
On ne va pas faire des choses, nous, tout seuls, décider. On aura beau discuter avec vous, et puis vous faire certaines promesses. L'État a toujours son mot à dire, parce qu'on doit avoir des mesures de coordination. Et l'étage supérieur à nous, c'est le PALM. Hein. Et là, on doit bien se mettre d'accord. Par rapport à ce trafic futur, est-ce qu'il y a déjà des, est-ce que vous avez déjà des retours par rapport à l'extension de la zone mobilis? Parce que puisque je suis le premier utilisateur qui vient de l'extérieur, est-ce que ça a engendré déjà des modifications? Est-ce qu'il y a déjà des résultats par rapport à ça? Puisque le niveau de mobilis qui s'étend jusqu'au district, c'est un district cautionnaire, limite, hein, nord. Il va jusqu'à Paul à l'ouest. Tout à fait. Doit avoir touché quand même un certain nombre de nouveaux usagers qui ont de fait abandonné la voiture. Est-ce qu'il y a déjà des résultats sur l'influence des habitudes du trafic? Mobilis, hein, c'est donc une communauté de transporteurs qui passent des CFF, OTL et tout ce qui va avec, le LEM et autres. Et la Riviera va rejoindre Mobilis. Donc progressivement, c'est que Mobilis soit dans tout le canton. Ça, c'est une volonté qui se développe et bon, c'est le boulot du Conseil d'État d'aller dans ce sens. Ça peut être un élément aussi qui fait que toute cette partie d'emploi dont vous parlez sur le côté d'Alamont, Cossonay, même s'il y a des déplacements après de ces gens sur Lausanne, le fait d'avoir des transports publics performants, un réseau mobiliste étendu, ne peut qu'inciter aussi peut-être à terme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la mobilité individuelle à Lausanne, elle baisse régulièrement. Je ne veux pas dire depuis que je suis en poste, mais en fait, c'est vrai. En plus, depuis 3-4 ans, il y a une diminution du trafic dans Lausanne, de manière assez conséquente. Et ça, le projet Mobilis a apporté un plus. Et les déficits lausannois sont plus importants en termes de transport public. Vous avez vu les comptes qui ont paru, je ne sais pas si c'est cette semaine ou la semaine passée. C'est justement, on transporte de plus en plus de monde dans les transports publics. Et ce qui est très fort dans ce secteur de ville, quand je dis ville, c'est au sens large, c'est que la commune de Renan, sous l'initiative de la commune de Renan en particulier, tout l'ouest lausannois va renforcer de manière très très sensible tout le réseau de transport public. Ça veut dire l'offre qu'il y a aujourd'hui, qui est relativement misérable, il voudrait atteindre le niveau de performance de Lausanne. Donc ça veut dire que les collectivités, les exécutifs ont décidé de mettre dans leur budget futur des charges financières d'exploitation importantes. Il faut savoir que pour 1 franc, aujourd'hui, vous avez 63 centimes qui est payé par l'impôt. Donc c'est pas rien, hein, c'est pas des petites charges, c'est énorme. Rien que pour Lausanne, c'est 35 millions. On paye pour et ils vont arriver à ce niveau-là dans les 3 à 5 ans. C'est pas tout dire, hein. Il faut aménager les voiries. Vous voyez ce qui se passe pour les mesures d'accompagnement du réseau 08 dans le cadre du M2. C'est beaucoup d'argent, d'infrastructures, il faut commander les rames. Hein. Donc les TL ont un plan d'augmentation de charges relativement importante en transport. Et ça, c'est fait aussi en concertation avec la région morgienne, les transports publics morgiens. Vous avez vu qu'il y a des mutations de lignes, il n'y a pas de frontières. Le vœu du Conseil d'État, c'est même de réunir le centre de logistique des transports publics en une seule et même main, qui est tout opéré. Si vous aurez l'occasion, entre le 18 et le 21-22 septembre, j'espère, voir peut-être votre association aller faire une visite justement sur le poste de commandement qu'il y aura pour les transports publics. Il y a vraiment une planification d'un développement très très lourd, très très important pour améliorer les transports publics. D'ailleurs, ce que vous devez savoir, c'est que dans le réseau 08, c'est les communes de l'Est qui ont été à l'encontre de la décision du peuple du 24 novembre 2002, quand il y a eu la votation du M2. Vous n'avez pas rendu compte, mais en tout cas les politiques qui théoriquement ont tout lieu, c'est qu'on acceptait le M2, donc des charges financières supplémentaires pour le canton, mais sans aggravation du déficit transport public. Ça veut dire que la redistribution du réseau devait être une opération 2. Et les gens de l'Est, et la ville de Lausanne, trouvaient qu'on ne servait pas assez bien sous garde la population, qui est très importante, c'est une des plus denses du bassin limanique. Et bien on a mis 3 millions de plus de charges financières de frais de fonctionnement. Et là, le Conseil d'État, il n'a pas bronché, il a dit oui, aucun y va. Et vous en bénéficiez, il y a une ligne qui est finalement venue jusqu'à vous, mais au départ, elle n'était pas aussi performante qu'elle était prévue. Moi, j'aurais simplement une question à poser à M. le Français, c'est que quand on parle des transports publics, je pense que ça pourrait quand même être un petit peu moins cher, déjà d'une, parce que quand vous pensez que vous prenez ici le Tseul pour aller jusqu'à la place du Flon, puis 3 francs, en 7 minutes, je crois que ça fait quand même cher de l'heure. D'une, par personne. Deuxièmement, je vois en train de faire des projets, tout ça, sur
l'environnement et tout, bon, je suis d'accord là-dessus. Mais est-ce que vous avez pensé seulement au bruit que nous allons peut-être avoir, nous, ici, locataires, là, devant? Parce qu'on a déjà le seul, on l'entend. Mais après, quand il y aura toutes ces manifestations, samedi, dimanche, jour et nuit, je me demande si on pourra bien se reposer comme actuellement. Alors, votre question est très pertinente. De toute façon, légalement, on n'a pas le droit de faire plus de bruit demain qu'aujourd'hui. Donc, à tout développement que vous avez l'obligation, ça c'est l'ordonnance sur la protection du bruit. Ça, c'est vous qui dites. Ben non, c'est la loi. Hein. On verra. Mais attendez, on va peut-être juste laisser monsieur. Non, non, On oui. sait finir, Ok, c'est la loi. C'est C'est la loi. Après. La loi est très contraignante pour tout développement. Même si on dit qu'il faut développer dans les cités, qui génèrent, comme vous le dites très justement, un risque sur le trafic et autres, on n'a pas le droit de... Donc, même sur le développement de la place d'Assala, nous sommes obligés de faire ce qu'on appelle des mesures d'assainissement du bruit. Donc, d'apporter des solutions. Alors, en ce qui concerne cette route-là, je vous ai donné les intentions telles qu'elles sont très clairement déclarées, entre autres par la commune de Chavannes, parce que là, on arrive sur la commune de Chavannes. Le nœud de trafic est géré par Chavannes. Il y a cette volonté de régulation de trafic. Et la réponse pour diminuer le trafic, c'est de mettre des transports publics plus performants. Donc ça, c'est clair que si nous, on décide tout seul, rien ne va se faire, parce que là, vous avez fait une promesse politique qui ne va pas tenir. Il faut le faire en concertation avec les autres communes. Là, ils ont la volonté du développement d'un IGRO, ils sont soumis aux mêmes contraintes que nous, dans le type d'activité qu'ils vont développer avec le propriétaire privé, de gérer cette problématique-là. Maintenant, en ce qui concerne le stade, votre remarque elle est juste. Je veux dire, un stade en soi, quand il y a des manifestations, génère des activités sonores, génère autre chose, hein, parce que s'il y a la possibilité d'aller au match au pied de chez soi, voir d'autres activités qui sont à côté. Alors voilà, des gens dans le haut de la ville, ils voudraient le conserver, voire même le développer, et puis d'autres s'inquiètent en le voyant venir. Donc si vous voulez, on a deux choses complètement, deux appréciations qui sont différentes. Donc dans les options qui sont mises, dans la notion de critères de choix, aujourd'hui on fait des stades couverts. Alors par contre, vous aurez automatiquement, il est vrai, la nuisance, si on veut l'appeler comme ça, pendant les événements majeurs, parce que les gens rentrent et sortent. Donc ça, c'est de gérer les flux de personnes. Voilà la réponse que je peux vous donner, mais votre remarque, elle est tout à fait pertinente. De toute façon, quoi qu'on fasse, hein, dans l'aménagement du territoire et la densification, on crée du plus et du moins. L'objectif, c'est quand même de créer plus de moins. Mais le chapitre que vous ouvrez là est une préoccupation importante. Alors, je vais pour la STEP, donc vous m'avez en fait déjà rencontré plusieurs fois, M. Français. Vous avez dit qu'on pouvait téléphoner, pas de problème, ça vous situe un peu comment ça se passait. On l'a fait, on s'est fatigué parce que ça nous faisait, moi, une carte easy par mois. On disait toujours oui, mais ça va se passer, on a le faux campagne, il y a ci, il y a ça. Ok, c'est bon. Mais simplement, si vous faites hypothétiquement le stade là en bas, les odeurs vont rester. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? Ça va écouler, qu'il faut de nouveau faire des frais pour couvrir, comme vous l'avez dit, les bassins. Et ça coûte, comme vous l'avez dit. Ça découle. Ça même non, qu'on fasse ou pas d'activité ici, cette STEP nécessitera des investissements de 100 à 150 millions. Pour deux raisons. D'abord, c'est que dans une société comme on est aujourd'hui, on ne peut plus accepter les odeurs, plus particulièrement pour les gens de la Bourgogne. Moi, j'habite en bas, hein, donc bon, j'ai pas les courants d'air comme vous, mais ça, c'est clair, ça doit disparaître. Donc, on doit couvrir les bassins. D'accord. La deuxième chose, en termes d'environnement, on ne peut plus laisser de l'eau usée comme elle part aujourd'hui dans le lac, parce qu'on a des technologies qui permettent de traiter l'eau usée pour quasiment faire de l'eau potable. Donc ça, il en va de la garantie de la qualité du lac et de notre environnement. L'eau, c'est la base même de la source de vie, de la qualité de la vie du futur. Et c'est des polluants relativement pervers qu'on apprend à connaître grâce à la science, donc on doit investir. Donc tout cet espace-là doit complètement être étudié. Et ça, qu'on fasse ou pas le projet métamorphose.